Je laisse la parole à Laurence de Villers sur la question des robots conversationnels. Merci de cette invitation. Donc, je travaille avec Raja Chatila, Claude Kirchner, Emmanuel Hersch et beaucoup d'autres à la CCNE branche numérique. Et avant à la CERNA, où on a longuement déjà réfléchi et écrit des rapports autour de l'éthique de la robotique, l'éthique de l'apprentissage machine, etc. Donc je vais soulever quelques points pour essayer d'éclaircir ma pensée sur le sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités » chez Plon en 2017, parce que je trouvais qu'on parlait très mal de mon sujet de recherche. Donc voilà, j'avais envie d'éclaircir un peu parce qu'on surcapacitait les objets là qu'on développait en laboratoire. Et puis j'en commets un deuxième là, qui sortira en mars sur les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Là, les petits robots, on les utilise déjà pour accompagner, ou en tout cas on fait des tests dans les maisons de retraite. Moi j'ai été faire des tests à l'hôpital Broca avec des patients qui étaient de jour et qui se prêtaient à ces tests, qui étaient détectés Alzheimer pour certains. J'ai été dans des maisons de retraite aussi pour regarder comment l'interaction avec ces robots était acceptée et en même temps quelles étaient les difficultés technologiques à mettre en œuvre. J'ai toujours, pendant ma carrière de chercheur, été au plus près des données réalistes. Donc je travaille en général avec soit des industriels, soit des médecins. J'ai été travailler à la Salpêtrière aussi sur les phobies sociales. C'est l'idée d'aller au plus près des données de terrain et des besoins. Alors ces robots, donc je ne vais pas repréciser tout ça, vous connaissez sans doute Paro, là, le phoque en peluche. Personne n'avait jamais pris un bébé phoque dans les bras, donc ça tombait bien, il n'y avait pas d'avis négatif contre ça. Moi, je l'ai vu utilisé par des gens très, très, très recroquevillés sur eux-mêmes, qui se remettaient à sourire avec un intérêt des autres. Donc, c'est une idée extrêmement intéressante pour l'autisme, non pas comme un compagnon, mais comme un caché derrière pour parler, pour faire des théâtres, et des gens excellents qui font ça, dont à l'hôpital de Nantes, par exemple. Et il me semble qu'il y a un vrai terreau extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'éthique. C'est-à-dire que je vois bien les capacités qu'on pourrait avoir à utiliser ces différents systèmes, ou qu'on a déjà à utiliser ces différents systèmes, et je déplore qu'il n'y ait pas suffisamment donc, de réflexion sur, par contre, les mauvais usages. Alors, je ne vais pas parler de Paul Ricoeur, donc c'est de la philosophie. Pour moi, les philosophes sont très bien dans le périmètre, mais ce ne sont pas les seuls qu'il faudrait ramener dans ces périmètres. Il faut travailler en pluridisciplinarité avec des médecins, des psychiatres, des psychologues. On travaille sur l'humain, on travaille sur la société. Et l'éthique, en fait, c'est un équilibre pour moi entre les bénéfices et les risques pour l'humain, pour les humains et pour la société. De temps en temps, il y a des conflits, d'ailleurs, entre les deux. Ça peut être bénéfique pour un humain et pas bénéfique au niveau de la société. Donc il faut faire attention que ces deux niveaux soient toujours dans la ligne de mire. Donc un certain nombre de valeurs, et j'aime beaucoup, comme Raja Chatila, ce mot de valeurs éthiques, qui sont importantes, donc la dignité, la solidarité, etc. Pourquoi j'ai parlé de société ? Par exemple, j'ai travaillé sur les dossiers autour de l'assurance. Bon, si on laisse des machines nous calibrer totalement et comprendre le niveau de risque qu'on peut avoir dans une voiture, il n'y aura plus aucune solidarité. On est d'accord ? On ne va pas payer pour son voisin si on sait qu'il est à haut risque. Donc, où est-ce qu'on s'arrête dans cette spécification pour garder cet altruisme qui n'est pas forcément naturel, on va dire, qui est une construction de la société. Donc il faut bien comprendre que ces outils vont arriver et vont sûrement modifier beaucoup de choses et qu'il va falloir réfléchir sur ces niveaux, en tout cas sociétaux, de responsabilité sociétale. Donc je décris 4 différents sujets et un qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve qu'il est trop dans l'ombre et c'est pour ça que j'écris ces livres. La déontologie et la responsabilité des concepteurs. Il faut certifier. Les machines auront toujours des biais. On n'a jamais 100%, donc ça fait des erreurs. Bon, il faut le savoir. Mais nous aussi, on fait des tas d'erreurs. On a des biais cognitifs. Et nous sommes, typiquement, on a des biais dans la perception. On a énormément de tests qui le montrent déjà en psychologie. Je ne sais pas, vous vous rappelez, on vous fait compter le nombre de passes entre des joueurs alors je ne sais plus ce que c'était, un jeu de ballon. On demande combien de passes de ballon ils font entre les rouges et les bleus. À la fin, on demande aux gens, bon, alors vous avez vu quelque chose de bizarre ? Non. Il y a un gros singe qui pince au milieu. Personne ne le voit. Donc ça veut dire que quand je conduis ma voiture, je ne vois pas tout.
malgré ce que je pense de mon efficacité perceptive. Donc il est important de comprendre que nous aussi, on a énormément de biais. La deuxième partie, pour moi, c'est l'émancipation, la responsabilité des utilisateurs. Ils vont acheter des objets, ils vont utiliser des objets, des systèmes informatiques, des robots, et pour ça, il faut éduquer. Il faut éduquer non pas avec des MOOC et tout un tas de baratins, mais il faut expérimenter. Il faut travailler sur cette idée de prendre en main. C'est en interagissant avec ces objets, c'est en les essayant, c'est en trouvant des moyens de les faire essayer, des jeux sérieux, je ne sais quoi, qu'on arrivera le mieux à faire comprendre les possibilités de ces objets et en même temps les risques. Pour cela, il faut donc se munir de mesures qui seront pour différents utilisateurs peut-être, mais ces mesures sur l'évaluation, la robustesse des systèmes, la transparence, l'explicabilité, la loyauté, la non-discrimination des systèmes. C'est fondamental. En ce moment, tout le monde s'intéresse par exemple à la reconnaissance faciale en disant « oh là là, c'est horrible, ta. » Vous oubliez totalement que dans l'audio, qui est mon sujet, on fait déjà des choses. On va traquer dans l'audio de nos enfants, de nos ados qui se présentent dans les boîtes, par des sociétés de recrutement. On va les chercher dans la tessiture de la voix s'ils sont, je ne sais pas quoi, extravertis, intelligents, propres à avoir le job, je ne sais pas. Rien n'est transparent, rien n'est évalué. Et moi, on me demande, par exemple, des chefs d'entreprise viennent me voir en me disant « vous ne voulez pas auditer les systèmes ? Et de quelle façon je vais pouvoir donner un avis d'audit qui serait une norme de quoi que ce soit ?» Donc, il est urgent qu'on se pose ces problèmes, non pas en termes de philosophie, mais en termes pragmatiques d'utilisabilité autour d'un tas de systèmes qui sont déjà déployés. La coévolution humain-machine, c'est le sujet qui m'intéresse le plus. On entend parler de mesures d'évaluation. Ce sont des mesures et des évaluations qu'on va faire en boucle. On va auditer sur le temps long. On ne sait pas quelles vont être les conséquences de certaines choses. Il va falloir les regarder sur un temps long. Ça ne va pas dire non plus des années, mais au moins des mois. Il y a très peu d'objets. Dans médecine, par exemple, l'assistance aux personnes âgées avec des robots, il n'y a pas encore beaucoup de déploiement de tests avec des objets qui sont laissés à disposition et qui sont utilisés pendant des mois. J'en connais quelques-uns, mais très peu. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. On ne sait pas encore comment on va modifier les habitudes des gens, comment on va modifier leur physiologie, comment on va modifier la façon dont ils vont interagir avec les autres. L'écosystème de ces objets n'est jamais traité. Or, il faut, à mon avis, prendre en compte l'écosystème. L'écosystème, c'est à qui sert cet objet, comment il est là, comment les autres s'en servent et comment, globalement, ça fonctionne. Ce niveau-là, il est très peu utilisé. Alors on parle beaucoup, on fait des comités, blablabla, mais on fait très peu de protocoles, très peu d'études sur le long terme et très peu de mesures effectives. L'intelligence artificielle, vous avez entendu, je ne vais pas reprendre tout, mais je vais quand même pointer un tout petit peu de trucs. Au début, ça commence avec l'idée de faire des systèmes experts. L'humain est expert, il écrit des règles avec ses connaissances. Bon, formidable, mais c'est limité, on ne peut pas écrire le monde comme ça. Deuxième vague, on veut faire de l'apprentissage statistique. On prend des données et on a des étiquetages sur ces données et c'est à partir des données qu'on va extraire de l'information qui s'apparente à une certaine connaissance. On est incapable de comprendre la causalité de tout cela, ce sont des corrélations de faits. On apprend sans comprendre. La troisième vague actuelle qu'on voit chez DARPA, parce qu'on a beaucoup travaillé nous sur l'évaluation DARPA, sur la reconnaissance de la parole et ensuite sur la compréhension des systèmes de dialogue. DARPA, c'est l'armée américaine. En ce moment, ils sont intéressés par ces machines éthique, qui serait transparente, explicable et loyale. Je reviens sur les processus de la pensée, qui sont, à mon avis, extrêmement importants à avoir en tête. La déduction. Qu'est-ce que c'est que la déduction? Des principes universels, une vérité sur un fait particulier, et je déduis quelque chose. Je n'ai pas besoin d'observation ni d'expérience. C'est l'IA classique. C'est l'abstraction. J'ai des règles d'expert. Deuxième approche, et la limite, c'est je ne peux pas formaliser tout le monde. Deuxième approche, l'induction, le sens inverse de la déduction. Ça, c'est le deep learning. Je prends des données, et à partir de ces données, j'induis des nouvelles connaissances. Quelles sont-elles? Ce n'est pas des principes, ce n'est pas des concepts, c'est autre chose. L'intentionnalité, ça sera peut-être l'IA par l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire à la fois, on a des choses qui sont figées et une découverte au hasard avec des mesures de récompense que le concepteur va mettre. Et en fonction de ces mesures, il y a une espèce de degré de liberté pour l'apprentissage de la machine. Aussi typiquement, le petit robot qui fait le ménage, il se heurte une fois, deux fois, il a compris, il continue après, parce qu'on lui a dit de ne pas se taper contre les murs ou d'autres choses de ce type-là. L'analogie, on a vu Google faire un test très récent sur de l'analogie verbale, sur des mots, et ça marche pas mal, c'est pour trouver quel est le sens de mots inconnus par analogie syntaxico-sémantique.
Voilà. Donc les réseaux de neurones, c'est pas nouveau. Moi, j'en ai fait en 92 pour ma thèse, sauf que ça prenait 1 mois sur un VAX et que j'ai abandonné ensuite parce que je n'avais pas la puissance de calcul qu'on a maintenant. Donc arrêtons de nous penser que le deep learning, c'est nouveau. Je faisais déjà du deep learning. C'était convolutionnel sur la première couche parce que j'avais une fenêtre qui glissait sur le signal et c'était à plusieurs couches cachées. Bon, c'était déjà un peu comme maintenant. Donc, fondamentalement, quand même, le neurone formel, qui est cette idée de représenter par un automate en mathématiques la cellule nerveuse, ça date de 43. La règle de Hebb, qui est la plasticité cérébrale, le fait qu'on apprend, ça date de 49. Le perceptron multicouche, ça date de 57. L'algorithme de rétropropagation du gradient qu'on utilise toujours dans le deep learning, ça date de 87, etc., etc. Donc, en 2010, qu'est-ce qu'on a? Une puissance de calcul monstrueuse qui permet d'aller beaucoup plus loin. Mais arrêtons de nous dire que tout est nouveau, c'est disruptif, etc. Les processus de la pensée humaine que la machine n'arrive pas du tout à faire et qu'il faut garder en tête. Le raisonnement par abduction. Qu'est-ce que c'est? On infère des causes probables à partir d'un fait observé. Il y a de l'intuition, de la créativité, de l'imagination. La machine, elle ne sait pas faire. La compréhension. On a besoin du sens commun pour comprendre. Donc on va donner une certaine ontologie aux machines ou quelque chose de réduit. Elle ne comprend pas le sens commun. Elle ne sait pas extraire. Dans une pièce comme celle-là, vous mettez un robot, il est perdu, quoi. Ou alors, il a fallu qu'on lui apprenne avant des tas de choses. Mais il va se heurter partout avant de comprendre son chemin. Donc, c'est extrêmement important de comprendre où on en est. L'intuition, nous, notre cerveau calcule très vite. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas, dont on n'est pas conscient. Mon cerveau le perçoit, mais moi, je n'en suis pas conscient. Hein? Il y a 10% des calculs que fait le cerveau dont on est conscient, ce qui est très peu. La créativité et l'imagination, on parle d'IA créative. Certes, ça c'est créer des choses. Ça peut, à partir de modèles que j'ai donnés, en créer d'autres. Je disturbe un peu, je mets un peu de hasard, et je crée. Mais pour faire quoi? Qui décide que c'est nouveau, intelligent et que ça va rapporter de l'argent? C'est bien les humains. Donc la créativité de la machine, c'est une partie. Donc très bien, les artistes ont compris, certains en tout cas, que c'était une mine d'or, c'est un outil. La synthèse, a priori, l'abstraction pure, sans sentiment, aucune expérience, trouver la loi de Galilée. L'humain sait faire ça, aucunement la machine. Juste cette figure pour dire, elle est très forte cette machine, sur la mémoire et les calculs, elle est très faible sur la compréhension du monde. On comprend le monde avec son corps, on apprécie la pomme parce qu'on la mange, on la vit intérieurement. Ça, la machine, zéro pointé. Hein. Quand vous lui demandez quel est le goût de la pomme, elle dit dans l'encyclopédie machin, ça peut être sucré, un peu ci, un peu ça, mais absolument pas ce que c'est. Le chat, on ne sait pas ce qu'il griffe, on ne sait rien de tout ça. En ce moment, en robotique, il y a toute une partie des chercheurs qui sont en train de commencer à travailler sur l'homéostasie. Et ça sera encore artificiel. C'est-à-dire mettre un degré de plaisir et de douleur dans les machines, faire qu'on ait des capteurs sur la peau, vous tapez sur la main d'un robot, il a un signal particulier, vous le caressez, c'est un autre signal, et que ces signaux fassent bouger des espèces de vecteurs, on ne sait pas comment ça va être modélisé, mais peu importe. En gros, on veut que la machine soit vulnérable et qu'elle ait des besoins, ce qu'elle n'a pas pour l'instant. Artificiel. Peut-être le besoin d'aller parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'un chatbot, un robot social? Je vais passer là-dessus. Au labo, on travaille beaucoup sur des machines comme celle-là. On essaie d'extraire les émotions dans la voix. Bon, super, ça ne marche pas le son. Alors, normalement, ça marche avec une prise HDMI, mais là, non. Alors, voilà, il semblerait qu'il y ait une solution. Je ne sais pas qui s'occupe du son, c'est personne, c'est moi. Bon, enfin voilà. Mon robot, en fait, il détecte les émotions augmentées et il construit un profil de la personne. Et c'est grâce à ce profil qu'il va changer la façon dont il interagit avec la personne en face. Donc le profil qu'il construit, je ne l'ai pas montré pour dire c'est génial ce qu'on fait, je l'ai montré pour dire il y a plein de choses cachées que calcule la machine dont on devrait avoir au moins connaissance un peu lorsqu'on achète ces machines, au moins dans les grandes lignes. Ceci est extrêmement intéressant aussi, c'est fait donc, par des collègues sur du multimodal. Donc là, ils ont inventé un agent qui va aider un psychiatre pour trouver des facteurs à risque. Donc vous voyez, la personne, elle est traquée visuellement, l'audio, les gestes, etc. Donc il faut imaginer que si demain, lorsqu'on est recruté, on est mis sous la sellette comme cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon fils qui a un cheveu sur la langue, il passe plus dans ces genre de test parce qu'on a standardisé. Ça veut dire que si je prends un peu de temps pour réfléchir, j'ai le délai de latence, là, il est un peu trop lent.
D'accord ? Donc tout cela nécessite que l'on soumette ces systèmes à un certain nombre de normes. Il me semble qu'au lieu de philosopher, on devrait s'intéresser à l'existant en disant « attention ». Ceci, ça se passe au Japon. Alors après Google Home et Alexa Amazon, eux, ils ont inventé la fée clochette. Donc un hologramme qui sort d'un espèce de Google Home, et la personne vit tout seule avec ça. Donc vous trouvez tout ça sur YouTube. C'est excellent, donc ça parle en japonais. Ça dit « Bonjour, prends ton parapluie, il va pleuvoir, je suis là pour toi », etc. Donc la personne vit avec cette chose en ayant l'air d'être attachée à la chose. Et lorsqu'il s'en va au travail, elle continue d'envoyer des SMS. Et quand elle envoie des SMS, si vous arrivez à lire un petit peu, c'est quand même reviens vite à la maison. Enfin voilà. C'est le rôle de la femme demain. Elle sera sage dans un bocal ou robot sexuel sous le lit. En tout cas, elle ne pose pas de problème. Et elle est tout à fait dans la norme de la femme qui attend à la maison. Et pour les femmes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de demande. Bon, ceci est vendu, c'est vendu actuellement, c'est vendu au Japon, 1200 $ ou euros, je ne sais pas quoi. C'est assez intéressant. Alors, vous allez voir qu'à la fin, le personnage dit, et c'est une publicité, donc c'est un idéal, on va dire, il dit « Enfin quelqu'un pour moi, à la maison ». Voyez. Donc, il faut comprendre que ça va très vite. Alors, il est essentiel de réfléchir à ce qu'on est en train de faire de façon philosophique, avec des valeurs, etc. Il faut faire attention à cela. L'attention, vous avez vu ces livres sur l'attention, on prend nos enfants sont captifs des écrans, l'attention qu'on nous demande de réfléchir, on ne réfléchit plus, on est en train de cliquer avant d'avoir réfléchi au problème. Ça va arriver et ça va prendre l'isolement, c'est connu, il y a des tas de gens qui sont isolés, qui sont tout seuls, qui sont très heureux de vivre avec ce truc-là, la fée clochette. Là, on peut demander autre chose. Si je veux que ce soit mon père qui est décédé, mais pourquoi pas, hein, après tout, c'est qu'un dessin, n'est-ce pas? Et puis j'ai toutes les données numériques. Je vais pouvoir faire ça aux petits oignons. Getbox. Donc, et puis ce qui marche encore mieux dans tout ça, donc même si la techno n'est pas très avancée, on projette dessus, on a envie de ça parce qu'on est tout seul, et puis si on les culbute un peu, là, comme la personne fait en poussant ce robot, on est en empathie avec le robot, parce que c'est naturel. Donc l'empathie qu'on a dans l'interaction sociale est complètement naturelle. Elle a été théorisée à Stanford par Byron Reeves et Clifford Nass, qui disent qu'on va se comporter devant ces machines qui nous parlent comme si c'était des vraies personnes, en les respectant, en étant polis, en leur donnant un genre, enfin voilà. Et c'est tout à fait naturel. Il ne faut pas aller contre ça non plus. Mais donc, il faut bien apprendre quelles vont être ces nouvelles formes autour de nous. Et ces nouvelles formes, elles vont bientôt nous ressembler étonnamment. Regardez, le professeur Ishiguro, il fait son clone. Sophia, là, ce fameux robot qui s'est présenté devant l'ONU en disant « Je viens aider l'humanité » alors qu'il était prescripté. C'est une honte. En plus, elle est citoyenne d'Arabie Saoudite, ce qui est encore pire. Scarlett Johansson en robot en Corée, en robot sexuel, je ne sais pas si elle est au courant. Bref, l'image de la femme, surtout ces machines, n'est pas terrible. Hein, si vous voyez bien. 80% des codeurs et des concepteurs sont des hommes. Bon. 80% de ces objets qui parlent avec nous, je n'ai pas parlé de tous les objets qu'on fait en sciences et en numérique, mais quand même, sont plutôt avec des voix féminines, avec des corps féminins jeunes, des visages jeunes. Voilà. Bon, il paraît d'ailleurs dans les jeux sérieux, quand on voit une dame de 50 ans, c'est une sorcière. Voyez. Bon, les stéréotypes qui existent dans la société sont renforcés de façon énorme grâce à ces outils. Et on oublie de regarder en haut, parce que moi j'ai demandé en fait à un industriel suédois. En Suède, on s'intéresse quand même au rôle des femmes dans la société, il me semble. Et donc je lui ai dit, mais pourquoi diable, c'est pas Kirk, pourquoi c'est Ursula, là, votre chatbot à la banque? Il m'a dit, parce que les femmes préfèrent et les hommes préfèrent. Ah, alors si nos préférences sont que ce soit des voix de femmes, allons-y gaiement, continuons. Et puis dans la rue, dans la voiture, partout, ce ne sont que ça. Alors attention à une chose, donc ce sont des assistantes serviles, hein, les robots sexuels, tout ça, et on les éteint quand on veut. Donc c'est assez tranquille. Revenons à ceci qui est encore plus intéressant, à la manipulation qu'on fait avec ces machines. Et ça, c'est l'objet de ma chère IA humaine, qui est à Saclay, au CNRS. C'est qu'en fait, pour décider, bon, il y a eu toute une théorie développée par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002, qui était de dire, il y a un système 1, un système 2, donc maintenant on remet un peu ça en cause, je pense qu'il y a un continuum, mais prenons cette idée simple. Système 1, intuition, système 2, cognitif, temps long, je réfléchis.
Donc ce qu'il dit, c'est qu'on a tendance à aller sur l'intuition, et on a plein de biais comme ça. Hein. Une fois qu'on a commencé à décider quelque chose, c'est difficile de revenir en arrière. On va faire comme le voisin, par paresse, par émotion. Il y a une foultitude de biais qui sont intéressants à découvrir, et l'IA va permettre de mieux comprendre quels sont les différents biais. Le deuxième, c'est Richard Thaler, qui est aussi économiste. La chaire que j'ai montée, c'est avec des économistes, en fait. On est des informaticiens, des linguistes, des économistes et des juristes. Le nudge, je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est le nudge, c'est l'incitation à faire. Exemple très simple, vous réservez une chambre d'hôtel sur Internet, il y a une petite ligne rouge en dessous qui passe et qui dit 25 autres personnes sont en train de réserver. Ploum, je la prends, c'est pas moi. Vous voyez ? Donc là, intuition, hein, c'est système 1, hein. On n'a pas été chercher autre chose. Et donc, là, c'est l'idée que ces machines qui détectent notre affect, qui sont capables d'être affectives, vont pouvoir nous manipuler assez bien. Vous voyez ? Alors, on fait des tests. On a fait des tests avec les gens du laboratoire, donc les jeunes qui sont là en stage l'année dernière, l'été. On leur a fait faire un quiz musical, et entre les quiz, la machine leur disait « Oh là là, moi je suis pas payé ici, t'es payé toi ?» Et les jeunes, ils disaient bah, « Oui, je suis en stage. Combien t'es payé ?» Ils donnaient le montant. Après, le robot leur demandait s'ils avaient des petites amies, tout ça. Tout le monde répondait. En grande majorité, ça a été très, très intéressant de voir qu'aucune réserve. La vie privée ne s'arrêtait pas là. Bon, ils étaient peut-être dans un labo. Alors, on a recommencé dans une école. Alors là, dans l'école, on a travaillé sur l'altruisme avec un jeu sérieux et qui et normalement, avec des adultes, on donne de l'argent et on dit combien vous en gardez pour vous, combien vous en donnez aux autres. Et il y a une moyenne qui est faite. Voilà. Alors là, on a fait ça avec des billes, avec des enfants. Et ceux qui donnaient les billes aux enfants, c'était soit un robot, Pepper, en l'occurrence, parce que je travaille avec Pepper et Nao, parce que j'ai fait beaucoup de projets avec SoftBank Robotics, et j'ai trois robots. Ou alors un Google Home, on avait désossé un Google Home, enfin ça faisait juste voilà, ça avait la figure du Google Home, et un humain, voilà. Et on a fait passer des enfants de 5 à 10 ans dans une école à côté de Saclay. Et en fait, sur 90 enfants, on a quand même une statistique qui est assez raisonnable. On va continuer pour monter à l'échelle. Les enfants changent d'avis quand c'est le robot qui leur propose des choses. Quand c'est l'humain, ils changent moins d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est du nudge. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et donc, on essaie de voir, est-ce qu'on trouve des critères qui soient fiables pour détecter quand un Google Home ou un je ne sais quoi qui arrive, qu'on ne connaît pas, donc qui est totalement opaque, est-ce qu'on pourrait, à travers des jeux sérieux de dialogue avec la machine, est-ce qu'on est capable de déceler des comportements que la machine a qui seraient peu souhaitables ? Donc, Thaler parle de sludge, moi je lui parle de bad nudge, et on a un projet qui s'appelle Bad Nudge, Bad Robots. Si vous voulez en savoir plus, voilà, lisez-moi ou communiquez par mail ou autre pour plus d'informations. On est toute une équipe. Merci. Alors merci beaucoup pour cette présentation très riche, voilà, avec beaucoup d'informations. Moi, je retiens quelques éléments dans cette présentation, et notamment sur cette idée de penser l'écosystème dans lesquels vont s'insérer les objets. Donc, quelle économie ? L'économie de l'attention, le rôle des soignants dans les EHPAD, par exemple, pour interagir avec les robots. Quelles sont les représentations ou les symboles, comme l'image de la femme, par exemple, qui est véhiculée, mais qui est aussi le reflet de l'image de la femme dans la société, ou amplifiée même, effectivement. Et il y a cette idée, en tout cas une question que j'ai, à laquelle vous pouvez peut-être répondre dès maintenant, mais c'est est-ce que ça ne nous incite pas à avoir une vision, dans la conception, une vision de l'éthique beaucoup plus large ? Comme l'étymologie de l'éthique, c'est l'éthos, c'est le mode de vie. Effectivement, on voit à quel point les objets sont influencés par la société dans laquelle ils s'insèrent et à quel point ils influencent aussi cette société. Et donc finalement, ça élargit considérablement cette vision, cette réflexion éthique qu'on peut avoir dans la conception de l'objet. On ne résoudra pas tout, évidemment. Je pense qu'avant tout, il faut travailler non pas sur le rejet de ces machines ou si... l'acquiescement en disant c'est formidable et on ne cherche plus. Il faut travailler sur le relationnel avec ces objets. Et quand je parle de la 4e ligne que je n'ai pas plus étayée, je parle de coévolution humain-machine. On cherche à faire des machines qui s'adaptent à nous. Comment allons-nous nous adapter à elles ? Comment on peut apprendre finalement un certain nombre de bonnes pratiques qu'on devrait commencer à apprendre à l'école ? Quelle éducation donner pour demain être entouré de ces machines ? On en aura.
même si on décide que c'est pas tout de suite ici en France, on a, à mon avis, 5 ans pour réfléchir à comment on fait pour demain arriver à être suffisamment... Alors, aux États-Unis, on parle d'empowerment, en capacité de comprendre, en capacité de, en tout cas, de prendre une certaine distance avec ces machines. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter du tout. Hein. C'est juste que, indéniablement, on va arriver avec des machines comme ça. Moi, mettre de l'éthique by design dans les machines, je le conçois un peu, mais je ne vois pas en quoi, et ça c'est un vrai risque aussi, si on construit des machines éthiques by design en disant, voilà, les valeurs morales de la société sont dans cette machine, comment on va gérer ça dans la société? La machine va avoir une certaine responsabilité si c'est le cas. Il est hors de question de lui donner une responsabilité de mon point de vue. Et je pense que Raja était d'accord aussi. On a eu une discussion à un moment donné avec un avocat qui est Maître Bensousson, qui souhaitait donner une personnalité juridique au robot. Et il disait, en fait, plus le robot va être émotionnel, plus il sera autour de nous, proche de nous, etc. Et plus il aura des valeurs morales et éthiques et des raisonnements de haut niveau, plus il serait en responsabilité, finalement. Ce qui veut dire que l'industriel derrière, qui est toujours derrière, lui, serait laissé tranquille. Donc l'écosystème, comprendre qui est derrière, qui manipule, c'est essentiel.